Il n'y a pas si longtemps, on disait du Canada qu'il était le pays le plus sécuritaire au monde. On allait jusqu'à dire que si un conflit planétaire éclatait, il deviendrait l'un des derniers sanctuaires de l'humanité. Mais le monde a changé. Climate change. Climate change. Et les certitudes d'hier se sont effondrées. Le Canada est désormais une cible. Et notre ennemi est plus près qu'on le croit. Les changements climatiques transforment le nord de la planète à une vitesse inquiétante. Les portes s'ouvrent. D'innombrables ressources cachées refont surface. Les grands empires se réveillent. Parmi ces géants, il y en a un qui sera bientôt en mesure de prendre le contrôle de l'Arctique. D'ici 20 ans, le spectre d'un conflit opposant le Canada à la Russie dans le nord canadien n'est plus une simple hypothèse, mais un danger bien réel. Si sa politique de défense reste inchangée, le Canada est battu d'avance. Avec le monde tel qu'il est devenu, les vieilles alliances ne valent plus rien et le droit international ne protège plus personne. Alors qui viendra à notre secours lorsque nous en aurons besoin? Mais tout n'est pas perdu. Le Canada a une carte dans sa manche. Il a du temps. Du temps pour réformer son armée, du temps pour rebâtir son industrie militaire et du temps pour forger de nouvelles alliances. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un plan audacieux pour préserver l'intégrité et la souveraineté de la nation. Audacieux, mais réalisable. Le Canada n'a qu'une chance. Et c'est maintenant ou jamais. Rassurez-vous, demain, aucune colonne de chars russes ne défilera dans vos rues. Aucun soldat de l'armée rouge n'ira frapper à votre porte. Le Canada ne sera pas envahi. La vraie bataille, elle se jouera au cœur de l'Arctique. Depuis 2001, le Canada, le Danemark et la Russie cherchent à revendiquer leur souveraineté sur la dorsale Lomonosov, cette immense chaîne sous-marine qui renferme une quantité astronomique de gaz et de métaux rares. Si l'un de ces trois pays parvient à prouver que ce relief océanique est le prolongement naturel de son plateau continental, la Commission des Nations Unies pourrait alors reconnaître son droit d'exploiter ses ressources. Celui qui remportera cette bataille juridique gagnera non seulement des richesses inestimables, mais une position stratégique dans l'Arctique. Mais le véritable problème, c'est qu'un nouvel ordre mondial est en train de naître. La Russie et la Chine vont bientôt sortir de leurs frontières. Dans ce nouveau monde, la bataille pour la dorsale Lomonosov risque de ne pas se jouer sur le plan juridique, mais plutôt par la force militaire. Et sur ce plan, la Russie est très loin devant nous. Mer de Barents, péninsule de Kola, Russie. Ici s'élève la plus grande ville de toute l'Arctique, Mourmansk. Grâce au courant chaud de l'Atlantique Nord qui garde son port libre de glace toute l'année, Mourmansk se dresse comme le cœur logistique de la plus redoutable machine de guerre de l'Arctique. La célèbre Flotte du Nord de la Fédération de Russie. Basée dans le port militaire de Severomorsk, cette flotte est l'une des plus puissantes et les mieux équipées au monde. Elle aligne des dizaines de sous-marins nucléaires d'attaque, des destroyers, des frégates, des brise-glaces à propulsion nucléaire et plus de 60 000 hommes. Une véritable armada capable de projeter sa puissance jusque dans les eaux canadiennes. Heureusement pour nous, Ottawa semble enfin avoir pris conscience de son retard. The federal government is set to release its long-anticipated budget. En septembre 2024, une annonce historique est faite. Le Canada se dotera de 12 sous-marins à propulsion diesel. Les premiers engins, attendus vers 2035, pourront patrouiller sous la glace de l'Arctique, apportant au Canada des yeux dans les profondeurs du Nord. Ces navires silencieux, furtifs, symbolisent le réveil d'une nation qui comprend enfin que la paix ne se préserve pas sans la puissance de feu. Mais le chemin est encore long pour le Canada.
Pour pouvoir tenir et combattre dans l'Arctique, Ottawa devra accroître ses capacités de surveillance en produisant en masse des drones capables d'opérer dans des conditions météorologiques extrêmes. Il devra également continuer d'investir massivement dans la modernisation de sa flotte de brise-glace polaire afin d'être en mesure de manœuvrer au travers de la glace, et ce tout au long de l'année. Enfin, pour soutenir des opérations durables dans des territoires éloignés, il est crucial que le Canada investisse davantage dans le nucléaire civil. Produire des sous-marins, des brise-glaces, des drones, de l'énergie nucléaire, le Canada en est capable. L'industrie est là, les compétences aussi. Mais il y a un autre problème. Un problème si vital qu'il remet en question notre capacité à défendre le pays en cas d'agression. On peut posséder toutes les armes du monde. Cela ne vaut rien si l'on n'a pas les hommes pour les porter. Techniquement, une armée est composée de 100 000 à 300 000 combattants. Actuellement, les forces armées canadiennes ne comptent que 66 000 militaires réguliers et près de 25 000 réservistes, soit un effectif total d'un peu plus de 90 000 militaires. Depuis plusieurs années, les forces armées canadiennes voient leur recrutement ralentir à tel point que maintenir leurs effectifs devient un combat en soi. Dans la société canadienne, la défense du pays n'est pas inscrite dans notre ADN collectif. Il n'existe ni volonté politique, ni conscience populaire de se mobiliser pour la défense de la nation. Dans ce climat social qui perdure depuis des décennies, espérer voir un jour une armée de 300 000 hommes fouler le sol canadien relève de l'impossible. À titre de comparaison, la Finlande, un pays 30 fois plus petit que le Canada et ne comptant qu'à peine 5 millions d'habitants, peut mobiliser près de 900 000 hommes grâce à son système de conscription obligatoire. Un modèle qui offre à Helsinki une force de dissuasion crédible face à son voisin russe. Le contraste avec le Canada est frappant. Un territoire si immense à protéger et une armée si minuscule. Pendant longtemps, le Canada a bénéficié de la protection américaine. Mais depuis l'élection de Donald Trump, les États-Unis ont clairement démontré qu'ils ne se préoccupent plus de la défense de leurs voisins. À court et moyen terme, les chances que les relations entre les deux pays reviennent à la normale sont minces. Dans un monde de plus en plus dangereux, le Canada doit repenser sa place dans ce nouvel ordre mondial. Il est impératif de se ranger derrière un nouvel allié. Un allié ayant la même vision du monde et défendant les mêmes valeurs. Parmi toutes ces nations qui partagent encore notre conception de la liberté et de la démocratie, c'est vers la France que nous devons désormais nous tourner. Malgré la taille relativement modeste de ses effectifs, l'armée française dispose de capacités militaires considérables, à la hauteur des plus grandes puissances. Grâce à son parapluie nucléaire, son autonomie stratégique unique en Europe et ses capacités en aérospatiale, elle est de loin la meilleure candidate pour assurer notre défense dans l'avenir. Mais qui dit nouvelle alliance, dit nouvel accord de défense mutuelle. Si le conflit en Ukraine venait à s'étendre sur l'Europe, la France et sa coalition des volontaires n'auraient d'autre choix que de combattre la Russie sur un terrain conventionnel. Faisant partie de cette nouvelle coalition, le Canada devrait alors contribuer massivement à l'effort de guerre en fournissant des hommes et des armes en quantité considérable. Face à la grandeur de l'armée russe qui grossit d'année en année, chaque pays devront fournir au minimum 10 000 hommes si nous voulons avoir une chance de l'emporter. Si la guerre venait à perdurer pendant des années, il faudrait alors planifier des rotations de personnel tous les 6 mois. Si on ajoute à cet effort de guerre la protection du Nord canadien, il devient évident que le Canada ne peut maintenir une telle cadence sur le long terme. Mais alors, comment fait-on pour recruter massivement? Dans l'esprit de nombreux dirigeants occidentaux, une idée commence à germer. Mettre en place un service militaire. Et vous allez le voir, dans certains pays, le processus est déjà commencé. Finlande, Estonie, Norvège, Suisse, Grèce, Autriche, autant de pays européens où le service militaire obligatoire est déjà une réalité. Pendant que l'Europe se prépare, une question demeure. Le Canada est-il prêt à faire le même constat? Augmenter les salaires des militaires, moderniser les équipements, ce sont des leviers, mais pas la solution. Une armée ne se construit pas uniquement avec des budgets.
Elle se construit avec une volonté collective. Le Canada peut-il réellement grossir ses effectifs sans poser la question fondamentale? Sommes-nous prêts à défendre notre pays tous ensemble? Une armée crédible ne repose pas sur quelques milliers de volontaires. Elle repose sur une société tout entière. Si le pays veut franchir ce cap, il ne pourra pas le faire par décret. Cela devra passer par un choix démocratique, clair et assumé. Il faudra un référendum où la question posée à chaque citoyen sera « Êtes-vous prêt à accepter l'instauration d'un service militaire obligatoire ?» Ce vote ne déterminera pas seulement l'avenir de nos forces armées, il engagera toute une génération. Il redéfinira notre rapport au devoir, à la sécurité et à la souveraineté. Ce jour-là, ce ne sera plus une décision politique. Ce sera une responsabilité collective. Resterons-nous spectateurs de notre propre histoire ou deviendrons-nous les artisans d'un Canada plus fort?